Allô, allô, allô. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le packaging. C'est une conférence qui va vraiment illustrer le savoir-faire et la créativité que le C-Print vous montre au travers de ses machines et de ses professionnels. On va aborder le packaging sous tous les angles, avec un parterre d'invités comme vous le voyez là. Je vais juste vous remettre un petit peu le contexte. Le point de vente aujourd'hui, c'est plus que jamais un lieu de vérité décisif pour l'achat, un lieu d'expérience. On n'arrête pas de le dire, c'est vraiment l'expérience, mais aujourd'hui encore plus que jamais. Pourquoi ? Parce que l'attention est de plus en plus fragmentée, que les occasions d'achat, les sollicitations, pardon, sont de plus en plus répétées et que donc il faut faire un choix et vite. Et dans un contexte aussi où peut-être le pouvoir d'achat contraint encore plus les gens à aller vite. Donc il faut être impactant visuellement, il faut frapper fort. Et là, vous allez avoir deux belles marques qui vont vous expliquer comment, depuis le packaging, ils ont décliné leur univers. Et franchement, je suis très très contente de vous présenter ces marques. Pourquoi ? Parce que j'y suis allée au feeling. Donc moi, j'ai été impactée par leur univers et c'est comme ça que j'ai choisi ces marques et j'ai eu la chance de les faire venir. Alors, nous allons démarrer par Elsa Desière, qui est là, qui représente la marque Alpina. Alors, je croyais qu'il y avait les titres et les fonctions, pardon. Elsa, chef de groupe chez Alpina. À sa droite, vous avez Amélie Huyn, chef produit food service chez Alpina. Alpina, je pense que vous connaissez la marque, je ne vous détaille pas plus, elles le feront. Vous avez à ma toute droite Sonia Santiago, directrice marketing et communication de Grupo O Valor do Tempo. Thank you so much for coming. Je vais lui parler en anglais, donc pardon pour mon accent français qui est vraiment pourri. Elle parle français, mais elle va quand même s'exprimer en anglais pour nous. Vous allez voir cet univers, c'est le monde extraordinaire de la sardine portugaise, c'est vraiment incroyable. Et nous avons l'agence Onanoco, Annick Lansard, qui est directrice artistique et cofondatrice de l'agence, et Adeline Roy, ça me perturbe le changement de place, qui est également directrice artistique et cofondatrice de l'agence. C'est l'agence qui a travaillé sur le packaging de la marque Alpina. Alors, si on parle de packaging tout de suite, pourquoi est-ce que j'ai choisi en fait ces deux marques, Alpina et la marque dont va vous parler Sonia, le monde extraordinaire de la sardine portugaise. Ce qui est très drôle, c'est que ça fait très Jules Verne, mais vous allez voir, l'univers fait très Jules Verne. C'est tout simplement parce que je suis partie au Portugal, je me suis baladée, j'ai visité et je suis rentrée dans cette boutique et tout le monde, toutes les personnes qui rentraient ressortaient avec systématiquement quelque chose. Ils ne vendent que des sardines. Et tout le monde ressortait avec des sardines. Vous ne pouvez pas ne pas acheter. La marque Alpina Savoie, je surfais sur le web et j'ai été frappée en fait par la couleur. Tout de suite, le visuel m'a interpellée. Et donc, du coup, j'ai contacté l'agence qui a fait, parce qu'au départ, c'était l'agence qui avait posté. Et ben voilà, on les a fait venir. Mais comme quoi, vraiment, l'impact, le visuel, la créa, c'est ce qui fait le déclencheur. Alors, chez moi, le stimuli juste de les appeler, mais chez le consommateur d'acheter. C'est aussi le propre de cette conférence, c'est de vous montrer que ces univers visuels, ce travail de branding, ce travail sur le retail design a vraiment impulsé le succès de ces marques. Et là, on va donner des chiffres, on va donner des KPI, on va donner du retour sur investissement. C'est quand même beau de montrer que l'imprimé, le tactile, ça rapporte. Et on va voir comment. Alors, j'ai pas du tout été dans l'ordre que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais commencer par Sonia. Thank you so much for coming. Je vais lui dire tout 3 fois parce qu'elle vient quand même de Lisbonne. Can you explain your brand and the beginning of the brand? And of course, can you describe also, as you can see, the festive and colorful labels? Parce que le début en fait de la marque, elle va vous l'expliquer dans le début du siècle. Ce qui a fait la renommée et la petite notoriété de ces petites boîtes de sardines, c'était juste des étiquettes colorées. Et après, c'est devenu quelque chose d'immense. Voilà. Et on va vous projeter des photos. Yes. Bonjour.
Thank you very much for the invitation. I barely speak French, so I'm very sorry I cannot bring this added value to the conference, but I will try my best in English. So, the fantastic world of the Portuguese sardine, which I hope some of you know the brand, was born in a factory. Well, in fact, the brand was born in 2015, based on a factory that we bought, and the factory was founded in 1942. At that time, there were about 400 factories of canned fish in Portugal, because it was the time of the Second World War, and the tinned fish traveled very well. It was healthy, it was delicious, and so on. But what happened in Portugal was that we moved from 400 factory to 16 today. And why? Because most of the factories went in the trap of the price, of indifferentiation. And when we bought this company, this cannery factory in 2015, it was almost in bankruptcy, as many others. And we knew nothing about tinned fish. And what we tried to do was to have some meetings with the big retailers, supermarkets, to explain them our vision for the sector. It would not be possible to sell a tin of sardines at 80 cents in the supermarket, because there was no profit for all the people involved. The fishermen, the women in the factory, the packaging, the olive oil, all the logistics. But of course, they did not listen to us, because they have their own model. And so what we decided to do was to create our own store. But as we did nothing, we didn't know nothing about the tinned fish, we decided to focus on enchanting customers and on learning from customers what we could do. We had one single product, which was not sardine, it was anguille. Because the factory had started in 1942 with the hills, the anguille. And we did a beautiful design in the can, highlighting the inspired by the packaging in the 30s and in the 40s, which were beautiful packaging with lots of details, lots of colors. And so we did a tin of hills in light blue, white, gold, and in red, the year of the foundation of the factory. 1942. And as we did not know nothing about retail or tinned fish, we asked the staff of the store to start writing some comments of the customers, because we wanted to learn from them. And suddenly customers decided that, 1942, the can is very beautiful, but I wanted 1945 because my father was born that year, or 1975 because my sister was born that year. And that gave us the idea to develop a whole collection of years. We put sardines inside the tins, and today it's a bestseller, and everybody buys not exactly the product. Of course, the quality of the product must be good, but what people are buying is a souvenir, is an experience that we do inside all the shop. Alors, pour ceux qui connaît la boutique à Lisbonne? Alors, il y a quand même quelques personnes. Il y a aussi une boutique à New York. Je peux dire, I can say, you would like to open a store in Paris? Yes. I can say. Well, this is a goal we have for this year, not for sardines, for another brand that we run. We are a group that run 12 brands, and they are from different sectors. We have retail, we have museums, we have jewelry. And this year we plan to open a store in Paris, yes. Mais ce qui est frappant dans ces boutiques, que pour ceux qui les ont visitées, c'est que l'univers est déjà très particulier, très immersif. Mais sur chaque sardine, vous avez les dates de naissance, donc vous pouvez choisir effectivement. Mais surtout, ils ont vraiment créé en fait une espèce d'attraction. Le packaging est
peut-être plus beau encore que les boîtes de sardines quand on vous emballe les boîtes de sardines. Les PLV sont magnifiques, tout le monde se prend en photo. Il y aura des questions sur ce côté-là, mais c'est vraiment addictif presque. The concept is identical everywhere. No, we have two different concepts. We have 23 stores, 22 in Portugal, one in Times Square, New York. And one of the concepts is the circus. And why the circus? Because circus, like the sardine, are both popular and noble. We love to pick popular products that usually no one cares about, at least in Portugal. And what we do is to highlight them and give a stage for these products to shine. And this is what we did to the sardines. This example, the store is inspired on the circus. But for instance, in this one, it's a canning library. Many people, when entering the store, they don't even understand what we sell there. Yeah. And then they realize that we sell tinned fish, not only sardines, by the way, because most of people think we only sell sardines. We sell about 30 varieties of fish, but we always try to develop the store design accordingly to the city that we are in. For instance, this store is in Óbidos. For those who have been in Portugal, Óbidos is a medieval village. It's a literary village, so we decided to do a canning library. And this was exactly the same concept we took to New York, because in Times Square we see a lot of stores, but they are all very similar. And we had M&M's in front of us. M&M's is already lots of fantasy and color and so on. So we decided that we wanted to have something different. And in New York, we took the canning library concept to the store. And one more question. You only sell in shop, not on the website? No, we do sell online, yes. But I'd like to tell that no one goes to our shop to buy tuna for dinner, okay? The people that are trying to buy canned fish for a meal, they usually go to the supermarkets. In our stores, we create a full experience within all the stores. And we also have the online shop, but people that buy online, they have started by visiting us in some store. And then this is a way to carry on with the relationship. En fait, they go first on shop and after on the website? Yes, usually, yes. Yes. It's like you can keep the love relationship, because this is a love brand. We want to keep the relationship because we are in the main streets of Portugal and Times Square, and our customers are usually tourists. So they visit us once in a lifetime. So if they enjoyed the experience in store and if they like the product, they will want to continue the relationship, and that is why we have the online shop, which goes very well as well. Alors, on va parler d'une autre marque avant de revenir sur celle de Sonia. Donc, vous avez encore d'autres photos pour vous montrer. Voilà. Peut-être que je vais laisser Annick tourner sur ces photos. Alors, pour moi, c'est aussi une marque qui va devenir une love brand. On va vous expliquer pourquoi. On va parler aussi d'un monoproduit. Donc c'est aussi un petit peu l'objet de cette conférence. Peut-être que tout ce qu'on dit ne s'applique qu'à des monoproduits, je ne sais pas, on va avoir la question. Est-ce que Elsa, vous pouvez nous présenter la marque pour ceux qui ne la connaissent pas? Qui connaît Alpina? Voilà, bon, c'est des gens du coin, voilà. Donc on va aller vite là-dessus, mais par contre, l'histoire de la marque et l'histoire de ce produit. Ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Déjà en quelques mots, je suis ravie de voir que vous êtes nombreux à connaître la marque. On est dans la région d'Alpina, donc c'est là aussi où on a notre cœur de notoriété. Alpina, c'est donc une PME française spécialisée dans la fabrication de pâtes et de crozets. On est donc basé à Chambéry, au cœur des Alpes.
Et nous sommes nés en 1844. On a fêté en 2024 les 180 ans de l'entreprise. À Chambéry, nous avons notre propre moulin qui transforme qui transforme le blé dur en semoule, et l'atelier de fabrication qui ensuite transforme la semoule de blé dur en pâte ou en crozet. C'est toute l'histoire et cette historique en fait de la marque qui nous permet de perpétuer un savoir-faire qui est vraiment ancré dans les Alpes, qui vient de ce savoir-faire de la région. À l'époque, c'était ni la France ni l'Italie, hein, c'était le Piémont-Sardaigne. Et c'est de là qu'on tire vraiment tout ce savoir-faire pastier. Et aussi, grâce à un blé français, on a des engagements très forts chez Alpina de perpétuer également, d'utiliser uniquement du blé français issu de nos filières de blé dur qu'on a créé il y a quasiment 30 ans. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de ce pack, le crozet étant le héros de notre gamme, le plus connu, hein, j'imagine, parmi vous. En fait, le premier usage du crozet, c'est la croziflette. C'est comme ça qu'il se fait connaître, c'est comme ça qu'on aime le consommer après une bonne journée de ski sur les pistes. Et en fait, pour célébrer nos 180 ans, on remonte donc à 2024, on célèbre ces 180 ans et on cherche à communiquer autour de ça, marquer cet événement fort. Et on voulait créer un pack en édition limitée. Quoi de mieux que d'utiliser le crozet et l'usage de la croziflette pour le transformer en un produit qui traduit vraiment cet usage-là et qui combine du crozet nature et du crozet sarrasin dans ce même pack, qui est en fait l'histoire, la recette traditionnelle de la croziflette. Et donc c'est là on s'est tourné vers notre agence Onanoco avec laquelle on travaille depuis plusieurs années, mais pour voir comment rendre vivant cette idée-là. Alors, du coup, vous avez briefé l'agence. Et c'était quoi le brief exactement ? Le brief, c'était vraiment de sortir des codes de la gamme standard. Le crozet, il est connu pour ses petites rayures, si vous visualisez un petit peu. Le but, c'était sortir des codes et vraiment jouer sur l'émotionnel pour traduire cet anniversaire finalement des 180 ans, un aspect édition limitée. Et du coup, jouer un peu sur le vintage qui était tendance, qui est toujours d'ailleurs dans les tendances un peu graphiques. Alors, Adeline, vous avez eu ce brief, vous l'avez traduit comme ça. Vous pouvez nous expliquer un peu votre démarche ? Oui, bonjour à tous. On est à l'occasion des 180 ans de la marque, il y a 2 ans. Et l'équipe marketing nous sollicite du coup pour créer un packaging collector. Ce qui est intéressant de poser, c'est l'intérêt qu'a une marque à créer un packaging collector. Les plus d'un packaging collector, c'est de créer du désir, de créer de la rareté. En fait, on va créer un produit qui va être limité dans le temps, par essence. Et donc, c'est le produit qu'il faut avoir avant qu'il disparaisse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point d'un packaging collector, un vrai plus, c'est de créer de l'émotion, de l'émotionnel, de créer une communauté, en fait, avec ses consommateurs et de venir créer du lien comme ça, de venir créer une expérience. L'idée aussi, un autre plus encore, c'est de sortir des codes du rayon, comme tu le disais, Elsa, d'arriver avec une nouvelle offre, mais on n'a en fait pas un nouveau produit, on est sur un nouveau conditionnement. Là, vous avez mis ensemble le nature et le sarrasin. C'était pas une offre qui existait, mais en même temps, c'est pas un nouveau produit. Néanmoins, on arrive avec une nouvelle offre en rayon qui se démarque et qui sort des codes classiques. Donc c'est vraiment l'idée de créer de l'expérience, de faire parler de soi, c'est créer une énergie autour de la marque. Et alors nous, la manière dont on s'en est emparé, en fait, donc l'idée c'était d'être dans l'école du vintage, mais aussi dans la veine d'une boîte métal qui avait été éditée par la marque historiquement, qui reprenait les codes forts
identitaire de l'identité de marque Alpina. En fait, Alpina, il y a son logo, il y a son bleu, en fait, qui est très identitaire. Et il y a l'image de la marque, l'image de la montagne, qui accompagne cette marque depuis des années déjà, de par leur territoire, l'ancrage sur le territoire, et visuellement sur les packaging. Donc il faut sortir des codes de la marque, néanmoins il faut reconnaître la marque et l'identifier au premier coup d'œil. Donc nous on a extrait ces codes forts, le bleu et la montagne, et on est venu les réinterpréter dans un esprit vintage pour animer justement le décor et créer une émotion, une vie. Voilà, quand on fait appel, quand on est face au spécial Croziflette, effectivement, on fait appel à tous ces souvenirs joyeux qu'on a de journées en montagne, au ski, toute cette chaleur, la convivialité, la connivence. Et donc, l'idée, c'était vraiment de plonger les consommateurs dans cet univers-là, qui leur est très émotionnel, et donc de déployer, d'animer cette montagne, de la faire vivre. Alors, on est parti d'un packaging en édition limitée, donc tout ce travail a été fait pour un pack. Et alors les résultats, Elsa, quels ont été les résultats? Eh bien, ce pack, il a tellement performé que, en fait, l'édition limitée se transforme en gamme standard. Elle a rejoint la gamme, en fait, parce que ce produit est dans le top 3 de nos meilleures ventes de Crozet, dans notre gamme classique. Sur l'année dernière, en fait, on a recruté plus de 500 000 consommateurs grâce à ce produit-là. On voit que vraiment aller chercher par l'usage de la Croziflette et aller vraiment créer du collector un univers émotionnel, ça a vraiment fonctionné. On a été hyper satisfait du résultat, et c'est vrai que c'est un produit qu'aujourd'hui on pousse partout et qu'on veut faire perdurer. Est-ce que, en termes de chiffre de vente, on peut avoir un retour? Je ne vais pas forcément donner des chiffres précis, mais ça représente 20% de notre premier rêve, qui est le Crozet Nature. D'accord. Donc c'est assez conséquent pour un nouveau produit. Et c'est en croissance. On est sur du 100% de croissance, parce qu'en fait, d'année en année, c'est nouveau. Donc, Alors moi, j'ai mes amies parisiennes qui me disent mais on a du mal à trouver le produit, donc il faut aussi un petit peu augmenter la diff, a priori. Absolument, c'est vrai qu'on a des équipes commerciales sur toute la France qui travaillent dur pour le référencement des produits. On privilégie le standard nature sarrasin quand les rayons sont petits, notamment à Paris. Mais c'est sûr que quand il y a de la place, celui-là a toute sa place en rayon. Sonia, I come back with you. Your group is big, with more than 20 shops, as you said. Could you share some figures to illustrate the success of your brand? Yes, we like to act in niche products. For your reference, there is a big canning industry, a player in the market that produces about 60 million of cans. We only produce 2 million of cans, okay? But as they sell in the shelves of supermarkets at 80 cents, our lowest price in sardines is €6, and our highest is 22. We have a range of tinned fish, and in this case the sardines. We developed recipes, and this 22 tin, it has fillets without skin and without bones, and with edible gold flakes. So it's all about the experience you had to the product, the storytelling you had to the product, because we don't need to be afraid of selling at a higher price. If you well position your product, if all the communication is consistent, whether in the store, in the people in the store, online, by email, on social media, by phone, the identity of the brand must be only one. And if the full experience is very good, the customer will be willing to pay the fair price, as we say.
Oui, c'est quand même pas donné la sardine, faut être honnête. Mais c'est vrai que vous avez tout le package qui va avec. Vous avez l'emballage, vous avez le petit flyer qui va bien, vous avez le sac qui est magnifique. Ils vous emballent ça dans un truc. Enfin, c'est vraiment l'expérience de marque qui justifie le prix et du coup qui justifie aussi le succès de la marque. Amélie, Amélie, je vais y arriver. On a parlé du packaging en édition limitée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Donc là, on va commencer à décliner les photos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez, avec Onanoco, tiré le fil en fait depuis le packaging, donc introduit le produit dans la gamme et après? Oui, donc bonjour à tous. Oui, on a vraiment tiré le fil de l'univers du packaging en créant toute la campagne de communication autour de cet univers. Donc avec des affichages en gare, par exemple, dans la région Rhône-Alpes et à Paris, pour aller accroître cette notoriété justement à la capitale. Tous les outils aussi des commerciaux, les fiches argumentaires, pour vraiment créer l'univers au-delà du produit. Et plus récemment, on a participé au Salon Alpin, donc qui est un salon qui a lieu à Albertville au mois de novembre, qui est vraiment un salon important pour le business de la région et des stations, où on a imaginé tout notre stand sur cet univers en partant quand même des contraintes qu'on avait. On avait un stand avec 3 côtés, donc qui n'était pas facile pour la visibilité de marque, qui n'avait pas d'angle ouvert, qui n'était pas facile pour faire rentrer aussi le visiteur sur le stand. Et on a échangé avec Adeline et Annick qui ont l'habitude de travailler avec nous sur nos stands, et au lieu de repartir sur ce qu'on avait l'habitude de faire, ont imaginé décliner en fait cet univers du pack en un décor vraiment immersif. On va avoir les photos, je pense, juste avant. Encore, voilà. Donc on a vraiment utilisé les 3 murs du stand, même si on n'a pas de photos de grand angle pour vraiment le montrer, mais pour créer un décor et un côté très très immersif au stand, et mettre en valeur du coup la cuisine qu'on avait en plein milieu puisqu'on était sur un salon alimentaire où on faisait de la dégustation. Annick, l'annonceur est revenu vous voir en vous disant voilà, on veut faire un stand, on veut continuer de décliner. Comment ça s'est passé? Parce que d'habitude c'était plutôt corporate, sans dire autre chose, mais Oui. c'était pas, voilà. Là vous les avez incités à sortir un petit peu du corporate. Oui, bonjour. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pas mal discuté avec Alpina sur aussi la vocation du salon alpin. Il faut savoir que c'est un métier d'hôtellerie et des métiers de bouche, mais vraiment à destination de l'hiver et des stations de ski. Donc en discutant avec elle, on a eu envie de leur proposer de décliner justement le pack des Croziflettes dans un univers très immersif, illustratif. Aussi parce qu'on voulait donner l'idée que ce produit était un produit événementiel qui pouvait être animé, qu'on pouvait être dans un univers très émotionnel. Et ça avait une double vocation, c'est-à-dire d'être impactant, de vraiment parler de la marque de manière différente, mais aussi de montrer aussi aux restaurateurs et aux gens qui étaient intéressés par le produit et par les produits de la marque, que c'était un produit qui pouvait être intéressant en animation, quand on voulait dans les stations, etc., apporter autre chose à partir de la recette. C'est-à-dire on sert à la fois dans ce stand la marque et le produit qu'on va pouvoir décliner, animer, etc. Donc on a trouvé intéressant de finalement les inciter à sortir un peu de leur code un peu institutionnel, pour aller sur quelque chose de plus fort, parce que aussi le salon s'adaptait bien au type de public qui allait être intéressé par cette immersion et le fait de rentrer dans un stand qui allait vraiment donner les codes d'un décor très hiver avec un télésiège. Voilà quoi, c'était intéressant de vraiment mixer cette double entrée en tout cas. Et je reviens sur la couleur, parce que du coup, moi, c'est en surfant sur les photos. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu réducteur, mais c'était vraiment très, très impactant. Vous m'expliquiez que même la couleur, vous l'aviez travaillée pour que ce soit... Alors, on a gardé, comme disait Adeline, les codes de la marque, parce que c'est très important. Il faut toujours ne jamais faire une rupture avec le consommateur, en tout cas pas trop forte. Après, on a essayé de mixer, en fait, un univers et un packaging très monochrome,
est très fort en fait en termes des bleus, etc. Comme ça, on reste en fait dans l'univers de la marque, mais en même temps, voilà, d'apporter en fait des petits éléments d'illustration, etc. Qui viennent parler du ski, parler des moments où on mange la croziflette, etc. Voilà, on a essayé de mixer un peu les deux, c'est-à-dire rester vraiment fidèle à la marque dans ses couleurs, aller vraiment fortement dans l'univers de l'hiver, mais aussi voilà, amener des petites choses plus émotionnelles en décor illustratif. Amélie, c'est très instagrammable. Alors ça fonctionne bien sur les réseaux? Oui, ça fonctionne bien parce que ça crée un vrai fil conducteur. On peut créer presque un effet saga des différents posts très facilement, puisqu'on retrouve tout de suite cette distinction créative. Et on voit d'ailleurs qu'on a eu un boost de réactions et des impressions sur nos posts sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, dès qu'on avait le stand du Salon Alpin. Ah oui, moi je l'ai trouvé sur LinkedIn d'ailleurs. Elsa, vous allez continuer de tirer le fil, de décliner du coup ce qui avait été fait sur le pack, vous avez continué de le décliner? Juste avant même, je prends cette photo pour illustrer absolument. C'est un univers qui se décline hyper bien puisque très immersif. Et en fait, le succès du Salon Alpin, qui a vraiment créé cet univers-là, on a envie de le recréer en rayon, en retail, puisqu'on est une marque de retail. Et en fait, comme vous pouvez le voir par ici, on a développé un balisage, une PLV en fait, qui essaye de recréer un peu cet effet boutique dans la mesure du possible. Comme vous le savez, en retail, on a aussi des contraintes puisqu'on n'a pas nos propres boutiques. Et en fait, dans les enjeux qu'on a, voilà, on a créé une sorte d'encadré pour avoir ce côté immersif, créer l'émotionnel en rayon et apporter de la visibilité. Alors, j'avais parlé en introduction de monoproduits. Alors, même s'il n'y a pas que des sardines, c'est quand même beaucoup la sardine qui est mise en avant. Et là, c'était le creuset, enfin la croziflette. Est-ce que, Adeline, ça fonctionne, ce travail créatif? Parce que là, on a quand même 2 succès en plein. Est-ce que ça a fonctionné et est-ce que ça s'applique uniquement aux monoproduits? Là, je parle à la créatrice. Hein. Alors, au-delà du monoproduit, je pense qu'on est sur un produit de spécialité vraiment très forte qui peut du coup porter un territoire de marque très affirmé. Voilà, je pense qu'on est sur un storytelling qui est très, très cohérent. On est sur un produit de territoire, de terroir alpin, l'histoire des marques d'hiver, etc. Et donc, on est vraiment sur un storytelling très, très cohérent. Alors, back to Sonia. Can you give us an idea of the amount of work and how time it takes to create a shop? And as it's expensive, I think. Yes. And maybe it's clearly not a standard retail space, but do you work with dedicated partners each time, or? No, we have our own creative team in-house. It's part of the marketing team, and we also have our own building team. So what we start to do is by choosing the city we want to be in. We always want to be in the city centers, on the main streets where people just stop by. We don't need to have marketing investment for attract them regarding other ways of attracting customers. And then we invest everything in the shop. How do we do it? With color, with warm colors, with warm lights. In fact, it needs to be a yellow light for leading the comfort. People feel more comfortable when we have warm lights. And also the widest doors as possible, because there are 2 kinds of customers, the shy customer and the extroverted one. The shy customer is always looking for a way to escape the store in case he
gets stunk in with the stuff. So if we give customers the vision, even being outside of the store, the vision that they have several stores, and if they get in, they have the possibility to get out as soon as they can, they will feel more comfortable to get in the store. And again, in the store, it's all about the experience and also with the training staff ready to sell the product. And how do we do it? Lots of training. They'll have to know everything about the product. They have to know everything about the brand. They even have to know everything about other brands of the group, because they can recommend customers to go to one of our restaurants, for instance. And they have to be motivated to sell. And we have a good package for them to want to be with us. And it's a show. I invite you to visit one of our stores and to experience by yourself, now that you know all of this, and to see behind the doors, to understand how we do this in every point of contact with the customer. De toute façon, la vitrine est très attractive, donc forcément, on rentre dedans. Je vais revenir sur la créativité. Adeline, comment est-ce que vous, en tant qu'agence de conception, d'un packaging, pensez... Là, le sujet de la conférence, c'était vraiment comment, depuis le packaging, on décline. Donc, comment est-ce que vous abordez en tant qu'agence de conception, en tant qu'agence, la conception d'un packaging qui est pensé dès l'origine comme un outil de mise en scène en point de vente? Parce que c'est un petit peu ça l'idée. Oui, là, ça change votre travail? Il y a un vrai sujet. Le packaging est déjà, il faut se le rappeler, un support de communication majeur pour les marques. Pour certaines PME, ça va être son seul point d'accroche, son point de discussion avec son consommateur, son client final. Et il y a un fort enjeu derrière le packaging. En fait, on a une surface de communication qui est très étroite, très réduite. Et malgré tout, il faut communiquer toutes les valeurs de l'entreprise, toutes les valeurs du produit. C'est très contraint. Et alors nous, la façon dont on va procéder pour créer un packaging, il y a plusieurs phases. On va avoir une première phase d'écoute, d'échange avec notre client pour comprendre, numéro un, et c'est primordial, la stratégie de l'entreprise, en fait, la vision qu'ont les équipes pour leur marque, là où est-ce qu'ils veulent emmener leur marque, ce qu'ils veulent en faire, ce qu'ils veulent en dire, les valeurs fortes, en fait, qu'il faut identifier, et comprendre le produit qu'on va sublimer au travers du packaging. Donc ça va être une première phase d'écoute, d'échange. On va se nourrir de tout ça. Ensuite, on va passer sur une phase d'analyse où on va être en benchmark, étude de la concurrence, étude des marques connexes. On va avoir une vraie recherche de ce qui se fait sur le marché. Et puis, tout ça couplé à une veille créative qu'on a, parce que passionné par notre métier, on l'a en permanence, au jour le jour, au quotidien, dans notre métier de communication visuelle, mais au-delà, dans la mode, dans l'architecture, on a dans le business, on a cette veille permanente. Et on met tout ça sur la table, on analyse, et après, on part en création. Et en création, chez Onanoco, nous, on a vraiment à cœur de révéler les caractères identitaires des marques, de leur conférer un territoire de marque très impactant, différenciant. L'idée, c'est effectivement, vous êtes en rayon, le consommateur, il a 2 secondes pour vous choisir, et il faut avoir fait passer tous les messages de valeur, de stratégie, de qualité, etc. Au travers du packaging. Donc il y a le territoire de la marque qui est très important. Il faut vraiment être affirmé, différent de son concurrent, avoir son caractère propre, et je me perds, mais... Du coup, je demande à Annick de compléter peut-être. Ouais, mais est-ce qu'il y a des clés créatives pour transformer, parce que le packaging, on voit qu'il sert à plusieurs usages finalement. Dans les magasins dont parlait Sonia, la petite sardine, elle sert à plein de choses. Donc, est-ce qu'il y a des clés créatives pour vraiment
utiliser le packaging en PLV ou en mise en scène dans le magasin. Comment est-ce que vous travaillez ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des petits trucs, des petits tips à savoir? Non, je crois qu'il n'y a pas de clé créative. En fait, je pense Elle ne veut pas donner ses secrets. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que la réussite d'un packaging et de son déploiement sur un territoire, c'est aussi la cohérence qu'on va avoir entre ce que vous allez créer d'un produit, le packaging, s'il est spécial, s'il a de l'impact, etc., et le produit. Il faut être en accord entre les deux. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le cas d'Alpina et de la Croziflette, il y a une cohérence entre la marque, le produit et l'univers qu'on a créé autour. Et je pense que c'est ça la clé en fait d'une réussite aussi d'un produit, c'est d'arriver à vraiment le positionner correctement. Si on avait fait un packaging tout orange, très pop, etc., il n'aurait pas si bien marché parce qu'il n'est pas en phase et en cohérence, que ça soit avec la marque ou que ça soit avec l'usage du produit ou l'histoire qu'on a avec ce produit, etc. Je crois que c'est ça le plus important et qui fait que on arrive après le développer. Si aujourd'hui Alpina arrive à développer vraiment cet univers, c'est parce qu'il est cohérent avec d'où ils viennent, avec le produit en lui-même aussi. C'est ça qui fait voilà. Donc il n'y a pas de clé, j'ai envie de dire, mais c'est de vraiment bien positionner un produit et sa communication entre la marque qui elle est et le produit, qu'est-ce qu'il a, quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'on en fait aussi en termes de recettes. Alors, j'ai une question avant de finir la conférence. Est-ce que vous-même, vous avez des questions? Profitez-en d'avoir ces belles marques devant vous. Peut-être sur le travail, parce que là, on a parlé vraiment beaucoup d'immersion, d'impression, etc. Pas d'écran, très peu. Non, bon, alors je vais continuer avec ma question. Comment est-ce que vous voyez, et là c'est une question ouverte, l'évolution du packaging dans les années à venir? Je veux bien prendre la parole. Sonia, on en parle souvent entre nous avec Adeline sur la question du packaging, qui est quand même une question environnementale importante et qui est notre métier. Aujourd'hui, quand on travaille avec Alpina, en tout cas, on sait que c'est des questions qui se posent tous les jours sur leurs produits. Ils ont récemment d'ailleurs réduit la quantité de vide dans leurs emballages. Oui, alors voilà, c'est des enjeux importants parce que en fait, il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est difficile de faire connaître une marque quand on réduit le packaging et sa visibilité. Donc du coup, et on ne peut pas être sans packaging parce qu'après, quelle est la différenciation avec une marque? C'est un peu tous les enjeux et les contrariétés qu'on va avoir quand on parle de packaging. C'est-à-dire qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions de réduire l'emballage ou en tout cas d'être dans des emballages recyclés, des choses comme ça. Mais c'est quand même, comme disait Adeline, le support de communication d'une marque. Donc on se trouve dans un paradoxe qui est compliqué à gérer. En tout cas, réduire l'emballage, c'est bien. Mais ça reste quand même un moyen de communication, une différenciation entre les marques aussi. Donc, pour vendre aussi, pour se différencier, il faut être vu et il faut exister. Donc, c'est compliqué à trouver le juste équilibre, quoi. And Sonia, the same questions. How do you see the role of packaging evolving in a few years? You stay all the time like that? Yes, this is part of our portfolio. We invest a lot in the storytelling in the tin. The packaging is super important, of course. It must have color and it must tell a story. It's not very easy to see in it, but these tins have all the symbols of Portugal around the Portuguese map. And on the back there is everything has here, and on the back there is some event that happened in the history of Portugal that year. And not only in this brand, but in all of our brands, even being from different sectors, the common purpose is history. Pick history to improve and to add value to your brand. This is what we do it. So the packaging is a messenger that allows us to tell our story. And we invest a lot on packaging. Very important for us, of course. In 20 years, for example, you think
you will be with the same packaging? Maybe not the same packaging, but always listening to customers. For instance, we have a packaging that is a box. It's like banda desenhada, the cartoon. It's like cartoons, and the name is Crazy for Sardines. It's a very funny packaging, and we did it because lots of kids entered the stores, because we have also carousels, for instance, inspired on the Paris carousel near to the Eiffel Tower. And as we received many children, we decided to move some of the packaging to children, because they are attracted, and then parents come with them, of course, and it's a full experience for the whole family, not only for the kids and not only for the parents. So I think packaging in 20 years will become even more important, because there is a lot of information, there are a lot of brands. You need to stand out for something. Your brand must be highlighted among the others. And how do we do it? Packaging in doubt and listening to customers. They will tell us how to do it. But Annick, tell us about environmental constraints. And for you, it's not the same in Portugal? Sorry. Can you repeat? Annick, tell us about the environmental constraints, because we haven't got a planet B, so we need to make some efforts to less stuff, and maybe less color, maybe less pollution, etc. Okay. We have a social model economy. Our sustainability model is not regarding the packaging, is regarding people. How do we do it? Two ways. By paying more to the fishermen and the women that work in the factory, and it was about to be bankrupt. But also, in the case of the tinned fish, we, for instance, have collagen. And how do we do it? From the skin and the bones that we do not have on the tins, we use them to make a powder that is creating collagen for our skin and bones, and it's a way of being sustainable as well. Packaging is part of our DNA. We are very keen on that, and we will still focusing on packaging. And we run other ways of being sustainable. Ok. Alors là, moi, j'ai fini toutes mes questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Sinon, on va clôturer la conférence. Comme vous avez pu le voir, on est sur quand même un packaging très fort dans les deux cas. Et on voit bien que quand le packaging raconte une histoire qui est hyper cohérente, avec tous les outils que le C-Print met en avant, et on arrive à créer une expérience. Et que l'expérience en magasin, c'est vraiment ce qui crée le succès. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bravo Merci pour le beaucoup. travail créatif. Thank you Merci. for so much. Merci.